Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le travail que je vous présente a été mené par Éric Mounier, didacticien des mathématiques, Marie-Bonne Triolet, chercheur en sciences de l'éducation et à distance, et moi-même. Il a pu être réalisé grâce au soutien de l'équipe de l'UNESCO et de M. Diop, consultant spécialiste en manuel scolaire, ici au Sénégal, et nous les en remercions. Alors, je reviens dans cette présentation sur les éléments saillants du rapport que nous avons rédigé en suivant le même plan, mais évidemment sans pouvoir présenter l'ensemble des résultats obtenus. Et je vous prie d'excuser par avance s'il y a un petit décalage entre les diapositives et mon discours, parce que c'est pas moi qui gère, donc je remercie la collègue de le faire à distance, on va le faire au mieux. Alors, notre travail a consisté à proposer une méthodologie pour analyser des manuels scolaires de mathématiques de l'enseignement élémentaire et mettre en œuvre cette méthodologie pour étudier une collection de manuels scolaires donnés et en montrer ses potentialités à travers les résultats obtenus. L'objectif, in fine, étant que cette méthodologie puisse être reprise et déclinée sur d'autres collections de manuels. L'approche retenue est évidemment orientée par nos champs de recherche, elle est donc didactique et vise à déterminer les potentialités d'enseignement-apprentissage d'une collection de manuels à travers des contenus mathématiques bien identifiés. Cette méthodologie est reprise de travaux antérieurs, puisqu'elle a démontré sa pertinence par les résultats qu'elle avait permis d'obtenir. Deux analyses complémentaires ont alors été menées, l'une sur les manuels scolaires de mathématiques et les guides de l'enseignant et toute autre ressource mise à sa disposition en complément du manuel, et l'autre sur l'usage des manuels par les enseignants. Ces deux analyses sont à penser en complémentarité l'une de l'autre, les résultats sur les analyses de manuels permettant de mieux comprendre l'usage qui en est fait et réciproquement. Pour la première partie de notre analyse, nous avons retenu des manuels sénégalais du cours d'initiation au CM2 de l'édition 2022 de la collection Didacticos. Alors commençons par présenter cette première partie de l'étude. Elle se décline en deux niveaux. Une analyse globale en considérant l'objet libre et des analyses locales en considérant des notions mathématiques spécifiques. Nous en avons retenu trois. Les techniques opératoires de l'addition et de la soustraction, l'introduction et la place des nombres décimaux et la résolution de problèmes. Concernant l'analyse globale, elle prend en compte les aspects visibles de la collection, la structure générale des manuels et l'organisation des doubles pages. Concernant les aspects visibles, nous observons une certaine homogénéité de l'apparence des manuels et des guides avec, par exemple, pour la page de couverture, des éléments qui se retrouvent systématiquement comme la présence d'élèves ou l'indication du nombre d'exercices, mais aussi un appui affirmé sur le CEB. Les équipes d'auteurs sont toujours composées de directeurs d'école et d'instituteurs, mais leur composition n'est pas identique sur l'ensemble des 6 manuels de la collection. La structure des manuels est quasiment identique pour l'ensemble, avec un avant-propos, une table des matières, une présentation de la démarche, etc. En revanche, au cycle 1 et 3, les activités sont organisées par semaine et donc avec une alternance des doubles pages consacrées aux activités géométriques en orange sur le graphique, aux activités numériques en vert, de mesure en violet, de résolution de problèmes en bleu. Au CE1, CE2, comme vous le voyez, les doubles pages sont réparties par champ, avec d'abord, au début du manuel, l'ensemble des doubles pages dédiées aux activités de géométrie en orange, puis ensuite les activités numériques, suivent celles de mesure, puis de résolution de problèmes. L'étude à ce stade montre également que du cours d'initiation au CM2, le nombre de pages dédiées aux activités de mesure, toujours en violet, augmente, alors que celles dédiées à la résolution de problèmes en bleu diminue. Mais sur l'ensemble des 6 manuels de la collection, ce sont les pages dédiées aux activités de mesure qui sont en nombre
activités de découverte, je retiens avec des textes de savoir et j'agis avec des exercices. Le calcul mental apparaît explicitement dans des activités ritualisées au début de la quasi-totalité des doubles pages d'activités numériques. Alors, après cette première partie sur l'analyse globale, passons désormais aux analyses locales, en commençant par celle dédiée aux techniques opératoires de l'addition. Pour cette étude, les principaux éléments didactiques qui ont été retenus concernent la définition des techniques opératoires, en particulier la distinction entre deux techniques de soustraction, par écart constant, avec l'exemple ci-dessous à gauche, et celle du non-écart, avec l'exemple à droite. Pour justifier ces deux techniques, on a besoin, pour la première, de comprendre la propriété de l'écart constant. C'est-à-dire que la différence ne change pas si on ajoute un même nombre aux deux termes de la soustraction. Que ce soit donc ici, dans le cas de 10 unités ou d'une dizaine. Et dans les deux cas, quelle que soit la technique, il est nécessaire de connaître les propriétés de la numération écrite chiffrée, à savoir l'aspect décimal et l'aspect positionnel. Et ce sont ces deux mêmes propriétés qui vont permettre de justifier la technique opératoire de l'addition. À partir de là, nous nous sommes demandé quelles étaient les potentialités offertes par les manuels de justifier les techniques opératoires via ces propriétés. Et pour répondre à cette question, nous avons analysé la programmation des apprentissages dans le manuel de CP, où ces techniques sont introduites, puis dans les manuels du cours d'initiation et du CE1. Nous avons ensuite étudié les doubles pages dédiées aux techniques opératoires et celles dédiées à la numération écrite chiffrée pour voir si des justifications des techniques étaient possibles à partir des propriétés de cette numération. Nous observons que les techniques opératoires sont introduites très tôt au CP, en semaine 3 pour l'addition et 4 pour la soustraction, ce qui va permettre potentiellement de les retravailler tout au long de l'année. Pour l'addition, le lien entre les techniques opératoires et les connaissances sur les aspects positionnels et décimaux est favorisé et peut conduire l'enseignant, s'il le souhaite, à la justification de ces techniques. Il n'en est pas de même pour la soustraction. En effet, c'est la technique de l'écart constant qui a été retenue et elle est moins facile à relier aux aspects positionnels et décimaux que la technique du non-écart. Elle nécessite en plus, pour être justifiée, comme nous l'avons vu, de comprendre la propriété de l'écart constant. Et donc, dans les deux cas, si la justification des techniques opératoires est possible, sa mise en œuvre en classe reste à la charge de l'enseignant, aucune indication ne lui étant fournie dans le guide. Passons à la deuxième analyse locale sur l'introduction et la place des nombres décimaux dans les manuels CE2, CM1 et CM2. D'un point de vue didactique, nous rappelons que deux grandes approches peuvent être utilisées pour introduire les décimaux. Par l'intermédiaire de la mesure, dans le prolongement du système d'écriture des nombres entiers, ou par l'intermédiaire des fractions et des fractions décimales. Les difficultés récurrentes sont également identifiées chez les élèves, par exemple, considérer l'écriture à virgule comme la juxtaposition de deux entiers, mobiliser des règles implicites de comparaison selon la taille de la partie décimale, ou encore ne pas concevoir qu'entre deux décimaux, il en existe une infinité. Je ne vais pas développer davantage ce point puisque Jean-François Chénier reviendra très certainement cet après-midi en détail. Pour cette analyse, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes. Comment l'enseignement-apprentissage des décimaux s'organise-t-il sur ces 3 années? Et plus précisément, comment sont introduits les nombres décimaux? Et est-ce que l'introduction de l'écriture à virgule précède ou suit cette effraction? Ici, nous avons procédé à une analyse pas à pas de chacune des pages des 3 manuels en repérant la présence des écritures à virgule et des écritures fractionnaires pour désigner un décimal. Nous nous sommes ensuite intéressés aux situations d'introduction et au texte de savoir des doubles pages dédiées spécifiquement aux nombres décimaux. On retrouve au fil des 3 années une approche des décimaux liée directement aux activités de mesure, avec des situations d'introduction qui sont systématiquement contextualisées.
pourrait être une aide pour les élèves en difficulté. Les désignations orales du type 4,12 sont très présentes, en particulier dans les textes de savoir, ce qui renforce le rôle de la virgule comme séparateur entre deux nombres entiers. Et enfin, il n'y a pas de mise en relation entre les écritures à virgule et les écritures sous forme de fractions décimales. Aucune représentation de la droite numérique n'est proposée dans les manuels de CM1 et de CM2. En revanche, le guide de l'enseignant propose une variété de représentations des décimaux, dont la droite numérique. L'enseignant pourrait ainsi introduire, s'il le souhaite, ces différentes représentations en complément de celles proposées dans le manuel, mais là encore, cela reste à sa charge. La troisième et dernière analyse locale porte sur la résolution de problèmes arithmétiques au CM2. Elle a été orientée par trois éléments théoriques principaux. Une modélisation de l'activité cognitive de l'élève en résolution de problèmes, avec l'identification de différents processus pour la compréhension du problème, la modélisation. Une typologie des problèmes additifs et multiplicatifs qui permettra de comprendre les différents sens des opérations qui peuvent potentiellement être construits à partir des classes de problèmes présentes dans les manuels. Et enfin, une distinction entre les problèmes arithmétiques basiques, complexes et atypiques. Pour cette partie, nous avons entre autres cherché à comprendre comment s'articulait l'enseignement de la résolution de problèmes arithmétiques dans les activités dédiées avec la résolution de problèmes présents dans les activités numériques et de mesure. Nous avons ici réalisé pour chacun des problèmes arithmétiques proposés dans les semaines 1 à 6 une analyse a priori en repérant notamment là où les classes de problèmes et le contexte de l'énoncé. Nous observons que dans les doubles pages dédiées à la résolution de problèmes, les problèmes sont toujours complexes, voire très complexes, dans le sens où ils sont composés de nombreux sous-problèmes basiques. Et il n'est pas toujours demandé à l'élève de les résoudre. L'ensemble des problèmes arithmétiques proposés jusqu'à la semaine 6 présente une répartition équilibrée selon les structures additives et multiplicatives. Et si certaines classes de problèmes sont très présentes, d'autres, en revanche, sont sous-représentées comme des problèmes de comparaison. Ce qui peut rendre difficile pour l'élève la reconnaissance de l'opération en jeu dans de tels problèmes. Enfin, il est laissé à l'enseignant l'initiative de faire du lien entre les apprentissages construits lors des activités spécifiquement dédiées à la résolution de problèmes et la résolution des problèmes proposés dans les autres activités. Le guide ne l'accompagne pas dans cette tâche. Enfin, nous allons dire quelques mots dédiés à l'analyse de l'usage des manuels par les enseignants. Les recherches menées en France montrent des régularités, mais aussi des points de divergence sur les pratiques d'utilisation des manuels de mathématiques par les enseignants dans les classes élémentaires. Elles montrent également que les élèves n'utilisent pas régulièrement le manuel alors qu'il est présent en classe. Nous avons ainsi repris ces questions à l'origine de ces recherches pour les traiter dans le contexte sénégalais et donc interroger la place des manuels de mathématiques dans les classes et les usages qu'en font les enseignants sénégalais. Pour répondre à ces questions, un questionnaire en 5 parties a été adressé aux enseignants. Malheureusement, et il s'agit là d'une limite très importante de notre travail, nous avons recueilli trop peu de réponses au questionnaire durant le temps qui nous était imparti pour faire ce rapport, pour pouvoir apporter des résultats. La suite serait donc non seulement de poursuivre le recueil de réponses au questionnaire, mais aussi de pouvoir mener des observations en classe et des entretiens avec les enseignants. Pour conclure, revenons d'abord sur notre étude. Nous avons présenté ici successivement les résultats de l'analyse globale puis ceux des analyses locales. Mais il est également possible de considérer les résultats conjointement pour traiter des questions qui se posent cette fois à l'échelle du manuel ou de la collection, comme l'identification des dispositifs didactiques présents dans les manuels. Ainsi, nos résultats laissent supposer que le dispositif didactique présent dans les manuels étudiés se rapprocherait de la forme problème, compréhension, application, avec
une phase de recherche à partir d'une situation problème, suivie d'une phase de mise en forme du savoir, puis l'exercice à résoudre. Mais des analyses complémentaires sur les situations d'introduction, mais aussi sur d'autres notions mathématiques seraient nécessaires pour voir si c'est effectivement ce même type de dispositif qui est présent sur l'ensemble des manuels. Comme vous avez pu le constater, les résultats que nous avons produits sont descriptifs, obtenus à partir de travaux en didactique des mathématiques. Il ne s'agissait pour nous aucunement de formuler des prescriptions à la suite de notre étude, mais uniquement de présenter une méthodologie d'analyse de manuels et ses résultats. Et comme vous avez peut-être pu le constater durant la présentation, nos analyses demandent des connaissances parfois avancées en didactique des mathématiques et pour cette raison, nous avons intégré dans le rapport quelques compléments didactiques qui permettent de mieux comprendre notre propos, mais aussi de pouvoir reproduire ce travail. C'est d'ailleurs l'intérêt que nous voyons à cette étude, qu'elle puisse être reprise par des acteurs locaux sur d'autres collections de manuels dans d'autres pays. Nous espérons enfin que les acteurs locaux pourront également s'emparer des résultats sur le contenu des manuels, les compléter et les mettre en perspective de l'usage des manuels en tenant compte de la spécificité du contexte de travail des enseignants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Est-ce que les membres du jury ont des questions à soulever? Peut-être si vous partez Bonjour, Madame la Gabon. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre présentation et de votre faculté. Vous avez fait une analyse exhaustive des manuels, mais également de l'usage que les enseignants pourront en faire. Et la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Votre intervention semble mettre l'accent, le focus sur ce que fait l'enseignant. On a peu d'informations sur ce que fait l'élève, si ce n'est une sous-utilisation des manuels. Donc la question que je voulais poser, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'usage des manuels par les élèves? Est-ce que les élèves peuvent faire concrètement? Autre chose, vous avez fait l'analyse des manuels tout en semblant au public l'aspect raisonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut parler de la résolution de problème en occultant l'aspect raisonnement? Ça me semble extrêmement important. Autre chose, c'est que aussi ces manuels sont souvent accompagnés de buts d'utilisation. Est-ce qu'on peut faire l'analyse des manuels sans pour autant aussi faire l'analyse de l'utilisation? Parce que c'est l'utilisation qui dit comment on doit utiliser le manuel. Voilà les quelques questions que je vais vous poser. Merci. Merci pour ces questions. Alors, je vais essayer de toutes les retenir et d'y répondre successivement. Alors, tout d'abord, concernant l'utilisation des manuels, comme je l'ai dit, il nous manque toute une partie du rapport qui nous semble très importante et complémentaire à l'analyse du contenu du manuel, qui est celle d'une analyse sur l'usage des manuels par les enseignants. Donc elle a été prévue, j'espère qu'elle pourra être reprise et prolongée pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Nous n'avons pas prévu, dans le cadre de ce rapport, de mener une étude sur l'usage par les élèves des manuels, bien qu'elle nous semble très importante, mais vu le temps qui nous était imparti et la difficulté que nous aurions eu d'accéder à des élèves, nous ne l'avons pas pensé, mais en effet, ça fait partie du type d'étude que j'espère pourra être menée par la suite en complément de ce travail. Concernant la partie sur l'analyse des contenus en lien avec la résolution de problèmes, j'en ai présenté ici qu'une toute petite partie. Et je pense que dans le rapport, il y a un petit peu plus d'éléments qui pourront répondre à votre question sur le
quand même un certain nombre d'éléments de réponse dans le rapport. Maintenant, là encore, je pense, et c'est là l'idée de notre travail, c'est qu'on peut aussi mener une analyse sur les problèmes en prenant comme angle, comme focal, le raisonnement et finalement mener, de regarder l'ensemble des problèmes qui sont proposés dans le manuel en regardant le type de raisonnement que ces problèmes permettent de développer. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions? C'est bon? Merci. Une dernière question. Je salue l'Assemblée. Je me présente sur votre voix. Je m'appelle Pape Serre, professeur de mathématiques. Je pose la question au nom du jury. Je vous remercie, Dr Nadine Graben, pour votre prestation. Ma question, c'est à propos du choix de Tecos. Quels critères ont motivé le choix de la correction? Attention. C'est bon. Si ça fait mal, c'est bon. Quels critères ont motivé le choix de la correction du Tecos pour cette analyse spécifique des manuels scolaires au Sénégal? Moi, j'ai une deuxième question, je ne sais pas si je peux la poser. Je peux déjà répondre à cette première question. Oui, allez-y. Alors, en fait, nous n'avons pas trop le choix, justement, de la collection de manuels, puisque c'est celle qui nous a été fournie, et donc c'est celle que nous avons choisie. Ceci dit, l'objectif, je le répète, c'était de présenter une méthodologie d'analyse de manuels sur une collection donnée, pour ensuite qu'elle puisse être reprise sur d'autres collections. Et justement, nous espérons que d'autres collègues sénégalais puissent faire des analyses similaires, mais sur d'autres collections de manuels. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas vraiment nous qui avons choisi cette collection. Voilà. On a une question. C'est à propos des points de non-concordance. Ce sera la dernière. Oui. Dans le cas des points de non-concordance entre les manuels et les guides d'utilisation, comment ces divergences peuvent-elles affecter l'efficacité de l'enseignement des mathématiques? Comment sont-elles traitées dans votre analyse et quelles recommandations en découlent? Merci. J'ai pas fait sur les points de non-concordance entre... S'il y a des divergences entre les guides et les manuels, comment vous allez... Entre l'étude et les manuels? Entre le guide? C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a dans le guide des éléments qui ne figurent pas dans le manuel. Nous, en termes d'études, nous en concluons finalement que les guides à disposition de l'enseignant lui donnent des éléments didactiques complémentaires qui peuvent éventuellement l'aider à compléter ce qui figure dans le manuel ou à faire certains choix, par exemple à choisir certains exercices plutôt que d'autres, par rapport à l'ensemble de ce qui est proposé dans le manuel. Maintenant, comme nous l'avons vu sur certaines notions, il n'y a pas forcément d'accompagnement dans le guide de l'enseignant complémentaire à ce qu'il y a dans le manuel. Mais là encore, je crois que ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir effectivement ce qui se passe en classe et la façon dont les enseignants utilisent les manuels, mais aussi les guides de l'enseignant. Et comme vous l'avez compris, au risque d'insister, mais c'est toute cette partie-là du travail sur laquelle malheureusement nous n'avons pas de résultats. Merci beaucoup. Non, je suis désolé, mais nous devons clore. Merci beaucoup pour cette présentation.